Quotidien. Radio J. Et nos rendez-vous s'enchaînent comme tous les matins et nos rendez-vous habituels. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de votre rendez-vous consacré à l'histoire en compagnie de Christophe Dard. Et pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France, nous rouvrons un dossier qui va marquer la France d'après-guerre, un fait divers qui va prendre des proportions importantes dans le pays et même en Europe, qui va montrer à la fois les relations difficiles entre l'Église catholique et la communauté juive et prouver que malgré la Shoah quelques années plus tôt, l'antisémitisme reste très présent dans la société française. Il s'agit de l'affaire Finali, du nom de deux frères, Robert et Gérald Finali, placés dans une institution catholique pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qu'une religieuse, Antoinette Brun, refuse de rendre après-guerre à la famille. Christophe, nous sommes au début de l'année 1953, et bien que la presse ne se fait pas encore trop l'écho de ce scandale, il s'est pourtant passé beaucoup de choses depuis 10 ans. Ah oui, Fritz Finali, un chef de clinique à Vienne, et son épouse Annie étaient arrivés d'Autriche en France après l'Anschluss en 1938, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, et ont placé leurs deux fils fin 1943 dans une pouponnière catholique près de Grenoble pour les protéger d'une arrestation imminente, car à ce moment-là, il faut le rappeler, les nazis occupent la région jusqu'en septembre 1943 faisait partie de la zone d'occupation italienne. Les époux Finali sont arrêtés par la Gestapo en février 1944 puis déportés à Auschwitz en mars, d'où ils ne reviendront pas. À ce moment-là, âgés de 3 et 2 ans, Robert et Gérald Finali ont été confiés à une résistante et fervente catholique du nom d'Antoinette Brun, directrice de la crèche municipale de Grenoble et qui cache en fait déjà des enfants juifs dans un château près de la cité iséroise. Et en mai 1945, la sœur de Fritz Finali, Marguerite Fischel, écrit de Nouvelle-Zélande où elle habite à Antoinette Brun directement, courrier dans lequel elle souhaite récupérer les deux frères et d'ailleurs tout est prêt pour les accueillir en Nouvelle-Zélande. Mais Antoinette Brun, qui répond 6 mois plus tard, lui dit que cette restitution est précipitée et écrit « Vos neveux sont juifs, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans leur religion. » Et pendant 3 ans, la tante des deux petits garçons, Marguerite Fischel et sa sœur Edwige Rosner, qui vit en Israël, ne parviennent pas donc à récupérer les enfants auprès d'Antoinette Brun, qui refuse obstinément de les rendre. Et cette dernière s'est fait nommer tutrice provisoire. Elle a baptisé les enfants en mars 1948 dans une église à Vif, près de Grenoble. C'est un véritable coup de massue pour les deux sœurs et leur mandataire Moïse Keller, ami ingénieur chimiste, entrepreneur qui réside à Grenoble et qui est très actif dans les milieux juifs. Margaret Fischel et Edwige Rosner n'abandonnent pas, saisissent la justice. Une plainte est déposée auprès du procureur de la République de Grenoble contre Antoinette Brun en 1949. C'est le début de 5 années d'une bataille judiciaire qui ne parvient pas à trancher le litige. Robert et Gérald Finali déclarent lors d'une audition vouloir rester avec celle qu'ils appellent Maman Brun, tout en affirmant qu'ils la voient que 2 ou 3 fois par an. Ça comptera pour la suite. La justice ordonne à Antoinette Brun en juin 1952 que les 2 enfants Finali soient immédiatement rendus à leur famille et malgré son pourvoi en cassation, elle doit s'exécuter, sauf que, nouveau coup de théâtre, Antoinette Brun n'a plus les enfants depuis plusieurs mois. Ils sont placés dans une institution catholique à Marseille. Antoinette Brun est relaxée pour non-présentation d'enfants en novembre 1952. Cette fois, c'en est trop pour la famille Finali qui fait appel à l'avocat et académicien Maurice Garçon pour défendre ses intérêts. C'est un ténor du barreau et qui est pourtant catholique. Oui, donc il pourrait bien sûr prendre fait et cause, plutôt pour la partie adverse, mais il fait son travail et il livre une brillante plaidoirie au début de l'année 1953. Et finalement, à la fin du mois de janvier, le 29 janvier 1953, la cour d'appel de Grenoble renvoie Antoinette Brun devant la cour d'assises pour crime de rapt. Et c'est là que le scandale éclate au grand jour dans la presse. Et d'ailleurs, si le grand public est désormais au courant, c'est grâce au consistoire central et aux 2 grands rabbins par intérim, Jacob Kaplan et Henri Chili, qui ont fait publier dans les journaux les visages des 2 petits garçons de Robert et de Gérald, que la France entière découvre donc. De son côté, Antoinette Brun, arrêtée, est écrouée à la prison de Grenoble et alors qu'ils sont recherchés, Robert et Gérald Finali ont été kidnappés et se trouvent dans un collège catholique à Bayonne où Antoinette Brun les a fait placer avant son arrestation. Ils sont inscrits sous les faux noms d'Olivier et Robert Martella. Et depuis le début, on constate qu'Antoinette Brun a toujours un coup d'avance. Une habitude d'ailleurs sans doute héritée de son expérience passée dans la résistance. Mais ce coup-ci, là, le directeur du collège
collège de Bayonne les reconnaît et il avertit la police. Alors on se dit, c'est bon, on va enfin les retrouver. Eh ben non, encore trop tard, encore raté. Dans la nuit du 12 au 13 février 1953, en effet, le secrétaire de l'évêque de Bayonne, l'abbé Etchegaray, a fait passer clandestinement Robert et Gérald de Finali au Pays basque espagnol, donc de l'autre côté de la frontière, et remis au passeur une lettre destinée à un ecclésiastique français qui réside à Madrid et qui est très introduit, très proche de la hiérarchie religieuse espagnole et auprès notamment aussi des cercles de pouvoir du général Franco. L'affaire prend donc une dimension internationale, d'autant que Franco, le dictateur espagnol fervent catholique, n'entend pas rendre à la France des enfants élevés dans la foi catholique. Il semble en fait que le gouvernement espagnol n'ait jamais su vraiment où se trouvaient exactement les deux frères, bien d'ailleurs que ça sans doute ça ne les intéressait pas, mais il l'a fait croire à son homologue français pour tenter un échange. Les petits Finali, remis à la France, contre l'extradition de républicains basques en exil. Vous savez, ces républicains qui avaient fui la guerre d'Espagne quelques années plus tôt, entre 36 et 39. Alors cette proposition est rejetée par la France, et pire, pendant ce temps-là, pour ne rien arranger, c'est le pape Pie XII qui lui aussi prend position contre la restitution des enfants en raison du fait notamment, c'est vrai, que les deux garçons ont été baptisés. C'est ce que montreront d'ailleurs les archives du Vatican lorsque ces dernières ont été déclassifiées récemment en 2020. Alors que l'on recherche activement les deux frères, toute la presse parle tous les jours de l'affaire Finali. Ce n'est plus un fait divers, mais en fait un débat de société qui divise profondément la France. Ah oui, dans les colonnes des journaux, certains estiment que les enfants doivent rester confiés à leur tutrice catholique qui les avait sauvés des camps, tandis que d'autres, à l'inverse, affirment que les frères doivent rejoindre leur famille juive en Israël. Alors il y a vraiment clairement un positionnement politique, à gauche et au sein des journaux anticléricaux, on soutient les Finali. On affirme que la religion n'a pas à se soustraire aux lois de la République et à la justice. En revanche, du côté de la presse catholique, comme le journal La Croix, ou bien encore la presse conservatrice, comme le Figaro, et bien là, on soutient Antoinette Brun, et entre les lignes d'ailleurs, on sent bien une forme d'antisémitisme dans la bouche, ou plutôt dans les écrits de certains éditorialistes. Et l'un de ceux qui va le plus s'exprimer sur cette affaire est l'écrivain François Mauriac, dans les colonnes du Figaro, et qui s'adresse directement à l'avocat de la famille Maurice Garçon. Et oui, il y a des punchlines un peu par journaux interposés en fait à l'époque, parce qu'évidemment c'est le moyen de communication principal, il n'y a pas la télé et la radio n'a pas les proportions d'aujourd'hui. Et il écrit, François Mauriac, toujours avec un style brillant, dans un édito du Figaro le 25 février 1953, que je vous plaindrai, mon cher ami, d'avoir à plaider cette affaire contre son monstre de charité. Il vous serait interdit de déployer ces dons admirables que vous avez reçus pour réduire en bouillie au nom de la partie civile une créature qui vous est livrée. Vous ne pourriez toucher à un cheveu de cette sainte femme sans soulever l'indignation de tous les catholiques de France, de bien des juifs aussi qui se souviennent qu'elle a exposé sa vie pour eux aux heures noires. Finalement, ce débat rappelle un peu les oppositions durant l'affaire Dreyfus, une cinquantaine d'années plus tôt. La communauté juive réplique et organise notamment des manifestations de soutien aux Finali dans toute la France. Ah oui, le comité de défense des enfants Finali se met en place et il s'élargit avec l'adhésion de l'Alliance israélite universelle, de la Ligue des droits de l'homme, de la Fédération de l'éducation nationale, mais aussi du Syndicat national des instituteurs, oui, ce sont quand même des enfants, de la Fédération nationale des conseils de parents d'élèves, de la Ligue française de l'enseignement et de la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Le grand rabbin de France par intérim, Jacob Kaplan, monte lui aussi au créneau et s'exprime dans une interview au journal Le Monde le 12 février 1953. Et il déclare « Il est faux que mademoiselle Brun ait personnellement élevé des enfants et ait montré à leur égard une affection maternelle. » Il ajoute « Il est établi au contraire qu'elle ne les a pas gardés près d'elle, qu'elle les a placés dans diverses institutions et qu'elle n'a pas éprouvé le besoin d'aller les voir plus d'une ou deux fois par an alors qu'ils se trouvaient dans la région même de Grenoble. » Voilà donc ce que dit et écrit Jacob Kaplan. Mais il faut aussi dire, Ilana, que la communauté juive joue l'apaisement, si on peut dire, et rappelle le rôle majeur joué par certains au sein de l'Église catholique, il est vrai, durant la Shoah, pour sauver les enfants juifs. Et pendant ce temps, l'enquête est au point mort. Robert et Gérald Finali sont toujours introuvables. Merci beaucoup Christophe pour cette suite de notre dossier consacré à l'affaire Finali. On a hâte de découvrir avec vous le dénouement de cette affaire qui a défrayé la chronique dans les années 50. Hémicycle.